Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver. Après 10 jours de trêve internationale, la Betclic Elite a repris ses droits. Et qui dit 10 jours de trêve, dit actualité très riche en transferts, en départ, en arrivée, en blessures. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, on a beaucoup de choses à se dire. Allez, comme d'habitude, on va commencer par parler des résultats. À commencer par le match du vendredi soir qui opposait l'équipe de Saint-Quentin à Gravelines. Et bien, à la grande surprise de pas mal d'observateurs, je pense, c'est bien les Gravelinois qui se sont imposés plus de 3 points seulement sur le parquet des Picards. On poursuit avec les matchs du samedi à 18h. Le CSP Limoges est venu à bout du bon dernier, La Rochelle, en s'imposant autoritairement avec une victoire de 21 points. On reviendra notamment sur la performance de son nouveau meneur, Souley Boum. On poursuit avec le leader qui a conforté sa place en haut du classement, le Cholet Basket s'est imposé dans le match des extrêmes face à l'Élan Chalon. Ensuite, le Portel, après une entame de match absolument tonitruante en passant pas moins de plus de 30 points à Paris, eh bien les Stellis se sont finalement petit à petit effondrés au fur et à mesure du match. Paris a pris l'avantage en seconde mi-temps pour s'imposer de 9 points sur le parquet du Portel. Dans un match ensuite de bas de classement qui opposait les Franciliens de Nanterre aux Bourguignons de Dijon, eh bien c'est la JDA qui peut pousser un grand ouf de soulagement. Et oui, les Dijonnais se sont imposés de 5 petits points sur le parquet de Nanterre. Allons maintenant du côté du pays des Rillettes, où Le Mans affrontait les Nancéens, et c'est bien les Nancéens qui ont confirmé leur bonne dynamique en s'imposant autoritairement là aussi d'une dizaine de points sur le parquet des Manceaux. Et après les Rillettes, allons maintenant au pays du poulet de Bresse, c'est Bourg-en-Bresse, terminer les matchs de ce week-end avec une belle prestation, une bonne opposition offerte à l'AS Monaco, mais malgré tout, avec un score au final qui peut être un petit peu dur pour les Bressans, c'est bien les Monégasques qui se sont imposés sur le score fleuve de 109 à 94. Là aussi, un match très offensif. J'aimerais maintenant faire un zoom sur un match que j'ai pu voir. Alors, j'ai regardé, j'ai été très attentif au match qui opposait Cholet Basket à l'Élan Chalon. On le sait, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de problèmes du côté de l'Élan Chalon. Il y a eu des mouvements aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc, je me suis un petit peu focalisé sur ce match-là. Alors, ce que je peux dire déjà du côté de l'équipe perdante, l'Élan Chalon, je vais dresser les points positifs. Pour moi, il y en a 3. Déjà, dans un premier temps, eh bien, c'est vrai que quand on regarde le score, victoire de 14 points de Cholet, on peut se dire que Cholet a maîtrisé son sujet. Oui, mais l'Élan Chalon a vraiment proposé une belle résistance au leader et Chalon était clairement dans le match au bout de 30 minutes. À la fin du troisième quart-temps, il n'y avait que 4 points d'écart qui opposaient les deux équipes. Le second point positif, et cette fois il va concerner un joueur, vous me voyez venir, Nemanja Nenađić a marqué des points. Il a fait son meilleur match de la saison, où il a marqué 14 points, mais il a aussi et surtout marqué des points face à des concurrents, joueurs étrangers, je pense notamment à Jamel Maurice, qui a été l'étranger qui a été laissé en tribune. Le troisième point positif dont j'aimerais parler, là aussi ça va concerner des joueurs, c'est que Zeljko Sakic et Jeremiah Hill ont confirmé leur bonne dynamique. C'est vrai que le poste 4 arrivé en début de saison, en cours d'exercice, il confirme match après match qu'il peut être une rotation intérieure très intéressante qui est capable de marquer des points. Et depuis l'arrivée de Michael Stockton, c'est vrai qu'on retrouve le Camerounais, le combo guard Jeremiah Hills qui revit petit à petit, qui arrive à avoir plus d'impact sur le jeu, à la création, en étant aussi déchargé par Michael Stockton sur certaines phases de jeu, il arrive aussi à avoir un impact un peu plus important au scoring avec des pourcentages qui sont un peu meilleurs. Maintenant, il faut que cela se traduise par des victoires. Du côté des points d'amélioration et des points que j'ai trouvé un peu moins bien pour l'Élan Chalon, je vais commencer par Dusan Ristic et vous le voyez, c'est écrit 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et oui, Dusan Ristic qui a été le meilleur marqueur de l'Élan Chalon avec 15 points de moyenne, bien sûr ce match il a été totalement transparent. 0 points, 0 d'évaluation, avec un impact vraiment fantomatique sur la prestation de son équipe. Un autre point négatif, et là il n'y avait pas besoin d'être un prix Nobel pour le déclarer, c'est que, et oui, on enchaîne encore une énième défaite pour l'Élan Chalon. La situation devient de plus en plus critique pour l'Élan. Alors oui, c'était compliqué d'imaginer que l'Élan Chalon allait s'imposer sur le parquet du leader, mais même après une défaite qu'on pourrait qualifier d'encourageante, au bout du compte, c'est bel et bien toujours une défaite pour
les Bourguignons. Enfin, et le dernier point négatif, c'est que, je l'ai dit dans les points positifs, Chalon a été dans le match pendant 30 minutes, mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et on voit que quand un joueur majeur n'est pas dans ses baskets, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué car il manque de solutions, on va dire collectives, mais aussi peut-être également individuelles pour jouer les yeux dans les yeux avec ce type d'équipe pendant 40 minutes. Au final, on se rend compte qu'il y a vraiment très peu de marge de manœuvre pour l'élan Chalon. Il faut vraiment que tous les leaders soient dans le coup, et ça pendant 40 minutes sur la durée d'un match. Je vais maintenant m'intéresser forcément à Cholet Basket, et je vais commencer rapidement par lister les points positifs. Déjà, il y a eu une victoire sans panique. Au coude à coude avec une équipe de bas de tableau pendant 30 minutes, les Choletais n'ont pas paniqué, ils ont su s'appuyer sur leur force, ils ont su s'appuyer sur leur énergie, sur leur dynamique, sur leur public, et petit à petit, ils ont su créer un écart qu'ils ont su conserver. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Un deuxième bon point, c'est la domination intérieure. On l'a vu, Dusan Ristic, de l'autre côté, a été clairement en dedans. À côté de ça, Lionel Godou et Zeljko Sakic ont été plutôt intéressants, mais je trouve que le duo qui s'affirme vraiment du côté de Cholet, c'est tout simplement la paire d'intérieur Djamoni McNeese et Bastien Vautier, qui font des chantiers à eux deux dans des styles vraiment très complémentaires. Et encore une fois, ils ont pesé vraiment très fort sur la raquette chalonnaise. Le dernier point positif, c'est Stephen Smith, qui a été le meilleur marqueur du match avec ses 21 points. Il s'affirme vraiment comme le dynamiteur et le joker offensif qui faisait tellement défaut à Cholet la saison dernière. Et avoir un joueur extérieur qui est capable de prendre feu et qui est capable de mettre des points avec facilité, tout de suite, ça aide beaucoup. Enfin, et je terminerai le débrief de ce match par les points négatifs côté Choletais. Alors, négatif, oui et non. Je commencerai par le cas Boris Dalot. Boris Dalot n'était pas sur la feuille de match, il n'a pas joué. Cela coïncide avec le retour de blessure de TJ Campbell, mais c'est vrai que Boris Dalot, au final, il aura joué très peu de matchs du côté de Cholet avec un apport qui est, je dirais pas insignifiant, mais avec un apport très relatif. Est-ce que c'est déjà la fin de l'histoire pour Boris Dalot du côté de Cholet? Je ne sais pas, mais en tout cas, on pouvait s'attendre à une belle histoire avec les retrouvailles entre le joueur et le club. Malheureusement, il n'en a rien été. Le deuxième point négatif, c'est les 17 balles perdues. Ça explique aussi pourquoi Cholet a mis du temps vraiment à prendre l'ascendant sur l'élan Chalon, mais quand on regarde le ratio de passes décisives et de balles perdues, 17 balles perdues pour Cholet, le leader, c'est beaucoup. Je vais maintenant m'intéresser aux actualités. Départ, blessure, arrivée, pigiste médical, il y a eu beaucoup de mouvements au cours des 10 derniers jours. Et je commencerai par un premier mouvement qui va concerner les clubs de Nancy et du Portel. Vous l'avez peut-être vu, la nouvelle, c'est que Mathieu Boyer a quitté le SLUC Nancy pour rejoindre le SSM Le Portel. Ça fait office, ce mouvement de pigiste médical. Mathieu Boyer remplace DeAndre Burns. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas du tout le même poste. DeAndre Burns a rejoint le Portel en tant que meneur. Bastien Vautier, j'allais l'appeler, mais non, ils ont des profils un peu similaires, mais c'est bien Mathieu Boyer, est un pivot. Donc à voir si Mathieu Boyer sera prolongé pour le reste de la saison. En tout cas, c'est un mouvement intéressant et il viendra seconder Jack Nudge dans la raquette. Je vais maintenant parler prolongation. Là aussi, vous l'avez peut-être vu, le meneur français Enzo Gudusina, qui a réalisé un très bon début de saison à Saint-Quentin, a prolongé pour le reste de la saison. Il était courtisé, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des clubs espagnols sur son cas. À un moment aussi, on aurait pu penser que la JL Bourg se serait positionnée et au final, Enzo Gudusina finira bien la saison du côté de Saint-Quentin. Un bon move, si vous voulez mon avis, pour les deux parties. Ensuite, j'en parlais juste avant sur le débrief entre Cholet et Chalon, c'est le retour de TJ Campbell qui est revenu à la compétition. Une bonne nouvelle pour Cholet Basket qui va retrouver son maestro. Cela coïncide également avec peut-être le départ à venir de Boris Dalot qui était là le temps d'une pige médicale pour remplacer TJ Campbell. Un autre retour de blessure qui fait plaisir car il avait manqué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, c'est tout simplement le retour du meneur Paris Lee du côté de l'Asvel. Alors certes, son retour n'a pas coïncidé avec une victoire pour l'Asvel, mais malgré tout, les supporters rhodaniens pourront se satisfaire, et surtout d'ailleurs le staff villeurbanais, d'avoir un effectif beaucoup plus fourni maintenant à leur disposition. Et également, j'aurais pu mettre le cas Melvin Agença, qui également a fait son retour à la compétition après une blessure à la cheville. Je vais maintenant parler des départs et des arrivées. Vous l'avez peut-être vu, juste avant la trêve internationale, Tyler Cheese, le combo guard de La Rochelle, n'avait pas joué le dernier match. Il a été remplacé au cours de la trêve internationale par l'Allemand Yoshiko Saibu, qui a joué d'ailleurs ce week-end son premier match avec les Maritimes. Des départs, il y en a également eu du côté de la JDA Dijon.
Gregor Hrovat est arrivé depuis déjà environ 1 ou 2 semaines, et bien dorénavant, c'est Kyler Edwards qui a pris la porte, il a fait ses valises et il a été remplacé par un ancien du championnat de France, Phil Booth, qui est déjà passé par la SIG Strasbourg. Du côté du Mans, maintenant, vous l'avez peut-être vu là aussi, Abdoulaye Ndoye est absent pour plusieurs semaines, jusqu'au début de l'année 2025, il a été remplacé par Medine Guama, donc, qui provient de la JL Bourg, qui recherche de son côté toujours un extérieur. Il y avait eu des rumeurs sur le cas Tadeusz McFadden, mais pour l'instant, il n'a toujours pas été officialisé. En tout cas, Medine Guama a joué son premier match face au SLUC Nancy le week-end dernier. Décidément, on parle beaucoup de départ et d'arrivée de joueurs extérieurs, mettons le cap sur Nanterre, puisque l'arrière américain Frank Jackson qui a fait ses bagages direction la Chine. Une situation assez similaire à ce qu'il avait connu en début de saison dernière avec l'Asvel. Nanterre recherche un joueur extérieur pour le remplacer et en attendant, eh bien, c'est le jeune Nathan Zulemi qui a signé son premier contrat professionnel. Autre extérieur à être sur le carreau et qui n'a pas joué le dernier match, eh bien, c'est le maritime Sam Sessoms, le petit meneur, eh bien, qui a eu une alerte à la cheville et qui a été préservé par le staff médical de La Rochelle. Je n'ai pas plus d'informations sur son indisponibilité. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle étant donné que La Rochelle pouvait se satisfaire du recrutement de Joshiko Saibou. C'est un autre extérieur qui prend sa place à l'infirmerie. L'infirmerie qui est bien pleine du côté de la SIG Strasbourg, puisque je parlais d'exploit tout à l'heure lorsque je parcourais les résultats. Et oui, les Sigmen se sont imposés face à l'Asvel avec pas moins de 4 joueurs en moins. Alors, 3 joueurs et demi en moins, puisque on savait déjà que Ilan Pietrus était out pendant 3 mois, et bien tout simplement pour ce match-là, la SIG devait se passer de ses services de sa ligne arrière, puisque Edon Maxoumi et Dominique Artis n'ont pas joué, et Malik Fitz s'est blessé au cours du deuxième quart-temps. Ce qui donne un peu le ton, justement, de l'exploit qu'a réalisé la SIG Strasbourg avec 4 joueurs en moins face à l'Armada Villeurbannaise qui était renforcée par les retours de Melvin Aginsa et Paris Lee. Bravo à la SIG et j'espère pour eux qu'ils vont récupérer des blessés très bientôt. Et je finirai cette section par encore une fois parler de l'élan Chalon, car oui, la grande nouvelle, c'est le départ du coach Savo Vucevic qui a été remercié pour la première fois de sa carrière, si on met de côté l'interlude qu'il y a eu entre l'AS Monaco et Savo Vucevic. Alors oui, revenons-en à nos moutons, Savo Vucevic a été remplacé, ça a été officialisé il y a quelques heures seulement par Elric Delors, donc l'ancien coach du Mans qui va poser ses valises du côté de Chalon-sur-Saône, en espérant que ce retour sur le banc d'un club soit salvateur pour Elric et surtout qu'il parvienne à faire remonter l'élan Chalon au classement. Maintenant, regardons les joueurs qui ont effectué les cartons de ce week-end. J'en ai sélectionné 3 qui ont brillé dans la victoire de leur équipe et je commencerai par le nouveau joueur qui est arrivé il y a pas longtemps. Il s'est déjà mis beau blanc dans sa poche. Je parle de Souley Babababoum. Et oui, Souley Boum qui a effectué une première prestation remarquable face au Promu Rochelais. Regardez sa ligne de stats. 21 points, 7 rebonds et 2 passes décisives, 29 d'évaluation. Il a frappé un coup de tonnerre pour sa première à Beaublanc. Et regardez notamment ce qu'a déclaré en conférence de presse le coach adverse, Julien Cortet. On ne savait pas à quel niveau allait jouer Souley Boum, aujourd'hui on le sait. Je peux dire que le meilleur marqueur de Pologne de cette saison est un gros cran au-dessus du meilleur marqueur de Pologne de la saison dernière, qui était Tyler Cheese. Ça me réconcilie avec la Pologne. Alors oui, c'est assez marrant cette déclaration de Julien Cortet, tout simplement parce que Tyler Cheese, c'est l'arrière américain qui a été coupé par La Rochelle. Il était censé apporter du scoring, c'était censé être un gros scoreur en Pologne, eh bien ce n'a pas du tout été le cas et son vis-à-vis Souley Boum qui vient de Pologne, lui, eh bien il a tout simplement cartonné face au club de Julien Cortet. Bienvenue à Souley Boum en Betclic Elite, malheureusement pour Julien Cortet et ses troupes. Un autre joueur qui a brillé, un joueur de l'ombre, un role player que d'habitude on n'attend pas à ce niveau, eh bien c'est Clément Frisch qui petit à petit arrive à faire son trou en Betclic Elite et surtout à Nancy. Il se montre de plus en plus impactant avec beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité et également une belle présence au rebond. Mais quand Clément Frisch rentre ses tirs, eh bien ça donne cette ligne statistique, 22 points, 7 rebonds, 23 d'évaluation. Il a surtout permis à son équipe de remporter une très belle victoire sur le parquet du Mans. Bravo Clément Frisch. Le dernier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Marquis McDuffie. Et oui, j'ai émis des doutes sur le fait que ça puisse potentiellement éclaté, explosé entre Marquis McDuffie et la JDA Dijon. Marquis McDuffie, il a été indispensable à son équipe. Très gros temps de jeu, très gros impact. 19 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 32 d'évaluation. Il a permis à Dijon de remporter une victoire ô combien importantissime face
à Nanterre dans le match des mal classés. Prestation remarquable avec un très fort apport au niveau du rebond et ça c'est intéressant. Marquis McDuffie, il est capable de faire autre chose que de prendre playade de tir et que d'apporter au scoring. On l'a vu, il s'est battu, il a délivré 3 passes décisives aussi, donc ça c'est vraiment tout à son honneur et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. En tout cas, Laurent Leniam et toute son équipe ont besoin d'un Marquis McDuffie qui apporte un impact sur toutes les catégories du jeu. Regardons maintenant les conférences de presse et je vous ai sélectionné 2 déclarations de 2 coachs qui se sont affrontés. Le coach Frédéric Fautou de la GL Bourg et le coach Vassilis Spanoulis dont l'arrivée a été officialisée il y a quelques jours du côté de Monaco. Regardons ce qu'a déclaré Frédéric Fautou au sortir de la défaite de son équipe face à l'Ogre monégasque. Frédéric Fautou a déclaré qu'il y a plusieurs sentiments ce soir. Le premier, c'est que l'on a fait notre meilleur match de la saison et c'est très positif pour nous. Les gars ont répondu présent. Nous sommes fiers de ce qu'ils ont donné. Ça s'approche vraiment d'un match référence de notre part, il faut qu'on s'habitue à jouer à ce rythme-là, car je ne pense pas que beaucoup d'équipes viendront nous marquer 109 points si l'on joue avec une intensité pareille. Déclaration plutôt intéressante, parce que oui, forcément, le score et l'écart de 15 points ne reflètent pas forcément la physionomie du match, et c'est d'autant plus intéressant que l'on sait que Frédéric Fautou, il peut être assez exigeant sur le secteur défensif, et malgré tout, il se satisfait du niveau de prestation, d'exigence et de rigueur qu'a fait preuve son équipe, même s'ils ont encaissé 109 points. Du côté du camp du vainqueur, Vassilis Spanoulis nous a donné, lui, sa perception suite à la victoire de son équipe. Il a notamment déclaré que ses 2 premiers matchs, fait également référence au match qu'a remporté Monaco face au Panathinaikos, représentent exactement la façon dont on veut bâtir notre identité collective. À mes yeux, ce n'est pas important de savoir qui score, mais c'est important de savoir qui prend la bonne décision et le bon shoot. Je n'ai juste pas trop aimé notre défense, on a beaucoup de talent en attaque, donc si on arrive à être aussi efficace de l'autre côté du terrain, on va pouvoir atteindre un très haut niveau. Une déclaration intéressante, on voit que Vassilis Spanoulis est conscient forcément des armes qu'il a en sa possession, il met l'accent sur le collectif. Pour lui, ce n'est pas important de savoir qui va scorer, par contre, il faut prendre les bonnes décisions et surtout, il faut jouer en équipe. À voir si ça se confirme dans les prochaines semaines pour Monaco, mais en tout cas, c'est une très belle prestation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé à la tournée et je peux vous dire que les récaps m'avaient manqué. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de types d'informations que je pourrais apporter encore pour enrichir ce type de contenu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!